Alors, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation sur la reconnaissance, recognition en droit international. La société internationale n'est pas une entité figée, mais un espace en perpétuelle évolution, soumis aux aléas et aux dynamiques de la vie politique. Et c'est dans ce contexte que la reconnaissance joue un rôle fondamental, et c'est ce qu'on va voir durant toute cette vidéo. La reconnaissance en droit international, c'est un processus complexe, chargé de conséquences et intervient dans divers scénarios. La création de nouveaux États, une disparition d'unités politiques anciennes, dans l'émergence de nouveaux gouvernements, parfois en violation des constitutions existantes, les insurrections, et l'établissement de gouvernements belligérants dans des territoires auparavant contrôlés par des gouvernements légitimes. La reconnaissance est donc un acte par lequel un État décide de donner un effet juridique à une nouvelle réalité politique et implique une prise de position sur la nature et le statut juridique de l'entité concernée. Et cette décision peut avoir des implications à la fois sur la scène internationale et dans le droit interne de l'État qui reconnaît. Pour illustrer, prenons l'exemple de la création de nouveaux États. Lorsqu'un nouvel État est proclamé, les autres États doivent décider s'ils le reconnaissent comme un membre à part entière de la communauté internationale. Et cette reconnaissance, elle va entraîner des conséquences importantes. Par exemple, un État reconnu en tant que tel par le Royaume-Uni jouira des droits et de privilèges spécifiques devant les tribunaux britanniques, privilèges qui ne seraient pas accordés à d'autres entités ou personnes non reconnues. De plus, la reconnaissance ne se limite pas à un simple acte formel et est souvent influencée par des considérations politiques majeures. Et les États prennent en compte une multitude de facteurs allant des implications juridiques aux intérêts nationaux et aux dynamiques géopolitiques. Ainsi, bien sûr, la reconnaissance n'est pas toujours une application mécanique de critères juridiques à une situation de fait. Parfois, un État peut choisir de ne pas reconnaître une nouvelle réalité politique malgré l'existence de faits indéniables, simplement parce qu'il ne souhaite pas en accepter les conséquences juridiques et politiques. Un exemple emblématique de ce phénomène est la position des États-Unis vis-à-vis de la République populaire de Chine et de la Corée du Nord pendant de nombreuses années. Les États-Unis ont refusé de reconnaître ces gouvernements, non pas parce qu'ils ne contrôlaient pas effectivement leur territoire respectif, mais parce qu'ils ne voulaient pas que les effets juridiques de la reconnaissance se mettent en place. Il est également important de souligner que la reconnaissance peut revêtir différentes formes. Une entité peut être reconnue comme un État souverain à part entière, comme une autorité effective dans une zone spécifique ou même comme une autorité subordonnée à un autre État. Et dans certains cas, la reconnaissance peut constituer un geste politique significatif sans intention de produire des conséquences juridiques, comme la reconnaissance d'une entité en tant que représentante du peuple plutôt qu'en tant qu'État souverain. Ainsi, la reconnaissance du droit international est une déclaration formelle par une personne juridique internationale quant au statut juridique d'une autre personne ou entité. Une fois cette reconnaissance effectuée, la nouvelle situation devient opposable à l'état reconnaissant, c'est-à-dire que les conséquences juridiques pertinentes en découleront et il est essentiel de comprendre que la reconnaissance est une participation à la dynamique du droit international, tout en étant très important dans le cadre de relations bilatérales et bien sûr aussi au niveau national. Elle constitue bien sûr, bien entendu, un outil par lequel les États naviguent les complexités de la politique internationale et structurent un petit peu leurs relations avec de nouvelles entités sur la scène mondiale. La reconnaissance en droit international n'est pas une simple formalité, c'est un acte politique et juridique qui peut avoir des répercussions profondes et variées. Et lorsqu'un État décide de reconnaître une entité comme un État, cela entraîne une série de droits et de devoirs qui modifient les relations entre les deux entités, tant sur le plan international que national. Alors, tout d'abord, considérons les conséquences internationales d'une reconnaissance. Lorsqu'un État reconnaît un autre État,
Il accepte de traiter cette entité comme un membre légitime de la communauté internationale. Et cela signifie que le nouvel État reconnu peut entrer en relation avec d'autres États, conclure des traités, participer à des organisations internationales et bénéficier de protections et de privilèges reconnus par le droit international. Et la reconnaissance confère ainsi une forme de légitimité et d'acceptation dans le système international, permettant à l'État reconnu d'exercer pleinement ses droits souverains et de s'engager dans des relations diplomatiques et économiques avec d'autres États. En droit international, la reconnaissance crée également des obligations pour l'État reconnaissant. Par exemple, il doit respecter la souveraineté de l'État reconnu, s'abstenir d'interférer dans ses affaires intérieures et lui accorder des immunités et privilèges diplomatiques, et cela inclut des protections pour les missions diplomatiques et consulaires de l'État reconnu ainsi que ses représentants officiels. Alors, passons maintenant aux conséquences nationales de la reconnaissance. Et lorsqu'un État décide de reconnaître une entité comme un État en droit national, cela a des implications juridiques concrètes. En reconnaissant une entité, un État lui accorde des droits et des devoirs spécifiques qui ne seraient pas applicables autrement. Par exemple, le cadre du droit euh, national britannique, la reconnaissance d'un État étranger confère à ce dernier certains privilèges devant les tribunaux britanniques, privilèges qui ne seraient pas accordés à d'autres institutions ou personnes non reconnues. Ces privilèges peuvent inclure l'immunité de juridiction, ce qui signifie que l'État étranger ne peut pas être poursuivi devant les tribunaux nationaux de l'État reconnaissant pour des actes de souveraineté, etc. Un aspect important à souligner est l'influence politique significative sur les décisions de reconnaissance. La reconnaissance d'un État ou d'un gouvernement, on va voir ça plus tard, n'est pas une décision purement juridique. Elle est souvent guidée par des considérations politiques stratégiques. Les gouvernements prennent en compte des facteurs politiques, économiques et diplomatiques lorsqu'ils décident de reconnaître ou non une entité. Et les intérêts nationaux, les alliances internationales et les dynamiques géopolitiques jouent un rôle très important dans cette décision. Un exemple illustratif de cette influence politique est la position des États-Unis, par exemple, vis-à-vis de la reconnaissance de la République de Chine, République populaire de Chine, et de la Corée du Nord. Et comme on l'a précisé tout à l'heure, pendant de nombreuses années, les États-Unis ont refusé de reconnaître ces gouvernements, non pas parce qu'ils ne contrôlaient pas effectivement leur territoire, mais parce qu'ils ne souhaitaient pas que les effets juridiques de la reconnaissance se mettent en place. Et cette décision de non-reconnaissance était motivée par des considérations politiques, notamment la guerre froide et la rivalité idéologique avec le communisme. La reconnaissance peut également varier en termes de ce qui est exactement reconnu. Par exemple, une entité peut être reconnue comme un État souverain à part entière, comme une autorité effective dans une zone spécifique ou comme une autorité subordonnée à un autre État. Cela montre la flexibilité et la complexité de la reconnaissance en tant qu'outil de politique étrangère et dans certains cas, la reconnaissance peut constituer un geste politique significatif sans intention de produire des conséquences juridiques, comme la reconnaissance d'une entité en tant que représentant du peuple plutôt qu'en tant qu'État souverain. Et donc, pour résumer, la reconnaissance en droit international est une déclaration formelle par laquelle un État affirme la légitimité et le statut juridique d'une autre entité. Une fois cette reconnaissance est effectuée, la nouvelle situation est considérée comme opposable à l'État reconnaissant et les conséquences juridiques pertinentes en découleront. La reconnaissance joue donc un rôle très important dans le cadre des relations bilatérales et au sein du système juridique national de l'État reconnaissant. Nous allons aborder maintenant les théories de la reconnaissance des États, en nous concentrant sur deux principales perspectives, la théorie constitutive et la théorie déclaratoire. Et nous allons examiner aussi la pratique réelle qui se situe souvent à mi-chemin entre ces deux théories. Alors pour la théorie constitutive de la reconnaissance des États soutient que c'est l'acte de reconnaissance par d'autres États qui crée un nouvel État et lui confère une personnalité juridique. Et selon cette théorie, un territoire ne devient un État à part entière que lorsqu'il est reconnu par les autres membres de la communauté internationale. Et en d'autres termes, c'est la reconnaissance par les États existants qui donne vie à un nouvel État qui lui permet d'exister en tant que sujet de droit international.
Cette perspective met en avant l'idée que la reconnaissance est un acte nécessaire pour que l'entité en question puisse jouir de droits et de devoirs en droit international. Et sans cette reconnaissance, une entité ne pourrait pas être considérée comme un État et elle ne serait donc pas soumise aux obligations internationales, comme par exemple l'interdiction de l'agression. Cela signifie qu'un État non reconnu pourrait théoriquement agir en dehors des contraintes imposées par le droit international. Cependant, la théorie constitutive présente certains inconvénients. L'un des principaux problèmes est la possibilité d'une reconnaissance partielle, où certains États reconnaissent l'entité tandis que d'autres ne le font pas. Cela pourrait conduire à une situation où une entité a une personnalité juridique partielle, créant ainsi des complications dans les relations internationales. Alors, il y a aussi la théorie déclaratoire, la théorie déclaratoire en opposition à la théorie constitutive. La théorie déclaratoire affirme que la reconnaissance est simplement une acceptation par les États d'une situation existante. Donc, selon cette théorie, un nouvel État acquiert sa capacité en droit international non pas par la reconnaissance d'autres États, mais par sa propre existence de fait. L'État est constitué légalement par ses propres efforts et circonstances, indépendamment de la reconnaissance par d'autres États. Et la théorie déclaratoire s'accorde davantage avec les réalités pratiques, où la création d'un État est vue comme un processus factuel plutôt que comme un acte juridique dépendant de la reconnaissance externe. Elle soutient que la reconnaissance n'est qu'une constatation de la réalité et que les États doivent simplement reconnaître ce qui existe déjà. Cette perspective est ancrée dans la pensée positiviste traditionnelle qui valorise la suprématie de l'État et la faiblesse relative de toute autorité centrale au sein de la communauté internationale. Et donc, pour les partisans de la théorie déclaratoire, un État non reconnu ne cesse pas d'exister ou d'avoir des droits et des obligations en droit international, et la reconnaissance par d'autres États n'est qu'une validation de son existence de fait et non une condition préalable de celle-ci. Il y a aussi la pratique réelle. En pratique, la reconnaissance des États se situe souvent dans une position intermédiaire entre les théories constitutives et déclaratoires. Les actes de reconnaissance par un État envers un autre indiquent généralement que le premier considère que le second a satisfait aux exigences fondamentales du droit international pour être reconnu comme un État. Cela signifie que la reconnaissance est à la fois une constatation factuelle et une déclaration juridique. Et il est important de noter que la reconnaissance est fortement influencée par des considérations politiques. Et souvent, les décisions de reconnaissance sont motivées par des intérêts politiques plutôt que par des critères purement juridiques. Par exemple, la reconnaissance de la République de Chine par les États-Unis a été longtemps retardée en raison des considérations politiques liées à la guerre froide, etc. Un exemple frappant de cette dynamique est la déclaration du représentant américain au Conseil de sécurité des Nations Unies lors des discussions sur le Moyen-Orient en 1948, où il a souligné qu'il serait très inapproprié de reconnaître qu'un pays quelconque sur Terre puisse remettre en question la souveraineté des États-Unis dans l'exercice de l'acte politique de reconnaissance du statut de facto d'un État. Cette déclaration souligne que pour les États-Unis, la reconnaissance est utilisée comme une marque d'approbation politique. Alors ici, on va examiner les pratiques politiques de reconnaissance en mettant en lumière les approches adoptées par notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Euh, Nous aborderons également le cas de non-reconnaissance motivée par des raisons purement politiques. Alors, par rapport à la pratique américaine, euh, la reconnaissance comme marque d'approbation, aux États-Unis, la reconnaissance des États et des gouvernements a souvent été utilisée comme une marque d'approbation politique. La décision de reconnaître une entité repose largement sur des considérations politiques. Et cette reconnaissance est fréquemment enveloppée dans un langage juridique pour justifier les choix politiques. Un exemple notable est la réticence face à la reconnaissance de la Chine et la Corée du Nord, et qui ont été fondées sur des considérations géopolitiques. Alors, l'approche américaine souligne que la reconnaissance est souvent plus une question de jugement politique qu'une simple application des critères juridiques. Et la reconnaissance devient ainsi un outil de politique étrangère utilisé pour signaler
le soutien ou l'opposition à des régimes spécifiques. Alors, dans la pratique britannique, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, elle a généralement adopté une approche plus juridique et moins politique en matière de reconnaissance. Donc, la politique britannique tend à étendre la reconnaissance lorsque les autorités d'un État ont respecté les exigences minimales du droit international et exercent un contrôle effectif sur le territoire en question. Et selon cette approche, la reconnaissance est vue comme une déclaration que les autorités de l'État reconnu ont satisfait aux critères de création d'un État selon le droit international. Cela inclut un contrôle effectif sur un territoire défini, une population stable et une capacité à entrer en relation avec d'autres États. Et cette politique se reflète dans plusieurs cas historiques. Par exemple, le Royaume-Uni a souvent reconnu de nouveaux gouvernements une fois qu'il était clair que ceux-ci exerçaient un contrôle effectif sur le pays, que ce contrôle semblait durable. Donc cette reconnaissance constitutive et en un sens politique marque l'entité comme un État au sein de la communauté internationale, mais elle ne crée pas de droits et de devoirs en soi, car ceux-ci existent déjà en vertu de contrôles effectifs. Alors, il y a aussi les cas de non-reconnaissance pour des raisons politiques. La reconnaissance n'est pas toujours accordée, même lorsque les critères de contrôle effectif et de respect des exigences internationales sont remplis. Et souvent, des raisons politiques influencent fortement la décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Un exemple classique est la non-reconnaissance de certains États pour des raisons géopolitiques, hein. Euh, Certains États, ou que ce soit, par exemple, la non-reconnaissance d'Israël par plusieurs pays arabes pendant de nombreuses années n'était pas due à un manque de contrôle effectif de l'État israélien sur le territoire, mais à des considérations politiques et idéologiques profondes. Le cas du Kosovo aussi illustre également cette dynamique. Après sa déclaration d'indépendance en 2008, le Kosovo a été rapidement reconnu par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne. Cependant, d'autres États comme la Russie et la Serbie ont refusé de reconnaître le Kosovo pour des raisons politiques. Et cette division dans la reconnaissance a conduit à une situation où le statut international du Kosovo reste controversé malgré son contrôle effectif sur le territoire. Alors, la pratique actuelle de la reconnaissance continue de refléter un équilibre entre les considérations juridiques et politiques, et la reconnaissance par un État d'un autre signifie également que le premier considère que le second a satisfait aux critères de base du droit international pour être reconnu comme un État. Cependant, bien sûr, la décision de reconnaître est souvent influencée par des facteurs politiques, géopolitiques, des intérêts stratégiques et aussi des considérations économiques. Et la reconnaissance peut aussi être utilisée comme un instrument de pression diplomatique. Donc, l'Union européenne a adopté des lignes directrices pour la reconnaissance de nouveaux États en Europe de l'Est et en Union soviétique, exigeant le respect des droits de l'homme, des droits des minorités et d'autres engagements internationaux avant d'accorder la reconnaissance. Et donc cette approche conditionnelle montre comment la reconnaissance peut être utilisée pour promouvoir des normes internationales et des comportements spécifiques. Alors, nous allons nous concentrer maintenant sur des cas spécifiques de reconnaissance de nouveaux États, particulièrement après la Première Guerre mondiale et les dynamiques qui entourent un petit peu la reconnaissance des États en Europe de l'Est et centrale. Alors, la fin de la Première Guerre mondiale, elle a marqué une période de transformation géopolitique massif avec l'éclatement d'empires et l'émergence de nouveaux États. Et la question de la reconnaissance de ces nouveaux États est devenue très importante, tant pour stabiliser la région que pour intégrer ces entités dans la communauté internationale. Et la reconnaissance dans ce contexte ne concernait pas seulement les aspects formels et juridiques, mais était également profondément enracinée dans les réalités politiques et les intérêts nationaux des États existants. Et donc, le traité de Versailles signé en 1919 a été l'un des principaux instruments par lesquels les États vainqueurs ont redéfini la carte politique de l'Europe. Et ce traité a non seulement imposé des conditions aux puissances vaincues, mais il a aussi acté la reconnaissance de plusieurs nouveaux États qui avaient émergé des décombres des anciens empires.
Alors, l'Europe de l'Est et centrale a été particulièrement affectée par la Première Guerre mondiale. Donc, les empires austro-hongrois, allemands et ottomans se sont désintégrés, donnant naissance à de nouveaux États-nations. La reconnaissance de ces nouveaux États était essentielle pour leur légitimité internationale et leur capacité à participer aux affaires mondiales. Et les critères de reconnaissance utilisés par les puissances occidentales variaient, mais incluaient souvent des exigences telles que le contrôle effectif du territoire, la stabilité politique et le respect des droits des minorités. Et parfois, ces critères étaient appliqués de manière flexible, en fonction des intérêts politiques des États reconnus. Un exemple illustratif est celui de la Pologne. Avant la Première Guerre mondiale, le territoire polonais était divisé entre la Russie et l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Avec l'effondrement de ces empires, la Pologne a déclaré son indépendance en 1918. Et le traité de Versailles a joué un rôle très important dans la reconnaissance de la Pologne en tant qu'État souverain. Alors, la reconnaissance de la Pologne par le traité de Versailles est un exemple révélateur de la manière dont la reconnaissance internationale peut fonctionner dans un contexte de transformation géopolitique. En 1918, la Pologne a proclamé son indépendance, mais elle devait encore obtenir la reconnaissance internationale pour consolider son statut. Le traité de Versailles signé le 28 juin 1919 a officiellement reconnu l'existence de la Pologne comme État indépendant. Et cette reconnaissance a été accompagnée de dispositions spécifiques visant à garantir la stabilité et la viabilité de la nouvelle nation. Par exemple, le traité a accordé à la Pologne des territoires qui avaient été sous contrôle allemand, ce qui a été important pour établir des frontières viables et pour garantir une base économique pour le nouvel État. Et la reconnaissance de la Pologne par le traité de Versailles, c'est un exemple de la théorie déclaratoire de la reconnaissance, qui, selon cette théorie, bien sûr, la reconnaissance par d'autres États est simplement l'acceptation d'une situation de fait déjà existante plutôt que la création d'un nouvel État. Et donc, dans le cas de la Pologne, le traité de Versailles a reconnu un État qui existait déjà par ses propres efforts et circonstances et non par la seule volonté des autres États. Cependant, il est important de noter que la reconnaissance de la Pologne n'était pas seulement un acte juridique, mais aussi un geste politique significatif. En reconnaissant la Pologne, les puissances occidentales cherchaient à établir un contrepoids aux influences allemandes et soviétiques dans la région. Et cette reconnaissance de la Pologne a donc servi à stabiliser un petit peu l'Europe de l'Est, tout en avançant les intérêts stratégiques des puissances occidentales. Alors, la reconnaissance de la Pologne a eu des conséquences profondes sur le plan international et national. Sur le plan international, il a permis à la Pologne de participer à des organisations internationales et de nouer des relations diplomatiques avec d'autres États. Sur le plan national, la reconnaissance a renforcé la légitimité du gouvernement polonais et a facilité la mise en place des structures étatiques efficaces. L'exemple de la Pologne montre également comment la reconnaissance peut jouer un rôle très important dans la stabilisation des nouvelles frontières et dans la protection des droits des minorités. Et le traité de Versailles incluait des dispositions spécifiques pour la protection des minorités ethniques en Pologne, illustrant ainsi l'interconnexion entre la reconnaissance internationale et la promotion des normes de droit international. Alors, si, on va essayer maintenant de voir un petit peu le concept, revoir ce concept de reconnaissance. Nous allons aborder un sujet un petit peu complexe, crucial, très important, la reconnaissance, la non-reconnaissance, les conflits armés, dans le contexte des conflits armés, etc. Alors, il est important de noter que la non-reconnaissance par certains États n'annule pas nécessairement les droits et obligations d'un État en droit international. En d'autres termes, un État non reconnu par une partie de la communauté internationale peut toujours être sujet aux règles et obligations du droit international. Par exemple, même un État non reconnu est tenu par les normes du droit de la guerre et des droits de l'homme. Il ne peut se considérer libre de toute contrainte légale simplement parce qu'il n'a pas été reconnu par certains États. Et donc cette situation est d'autant plus pertinente dans les contextes de conflits armés, où les autorités belligérantes peuvent exercer un contrôle effectif sur un territoire sans être officiellement reconnues par d'autres États. Et la reconnaissance de ces autorités belligérantes soulève des questions complexes de légitimité et de légalité des actes juridiques et administratifs qu'elles entreprennent.
les conflits armés posent des défis uniques à la question de la reconnaissance et lorsqu'une partie belligérante exerce un contrôle effectif sur une région, la question se pose de savoir si et comment cette autorité doit être reconnue par la communauté internationale. Cette reconnaissance peut varier, allant de la reconnaissance de jure, qui implique une acceptation formelle et complète de l'autorité, à la reconnaissance de facto, qui reconnaît l'existence de l'autorité sans accorder de légitimité totale. La guerre civile espagnole en 1936 à 1939 fournit un exemple pertinent de la manière dont la reconnaissance fonctionne en temps de conflit armé. Durant ce conflit, les forces nationalistes dirigées par Franco ont progressivement pris le contrôle de vastes régions de l'Espagne. Et les questions de reconnaissance ont émergé rapidement, car divers pays devaient décider s'ils reconnaîtront le gouvernement républicain en place ou les forces nationalistes de Franco. Initialement, de nombreux pays ont hésité à reconnaître officiellement les forces de Franco, en partie à cause de la nature controversée et violente de leur prise de pouvoir. Cependant, au fur et à mesure que Franco consolidait son contrôle et démontrait une capacité à gouverner de manière effective, plusieurs nations ont commencé à accorder une reconnaissance de facto. Cela signifiait qu'elles reconnaissaient l'existence et le contrôle effectif de Franco sur certaines parties de l'Espagne sans nécessairement accepter pleinement sa légitimité en tant que gouvernement souverain. Cette reconnaissance de facto a eu des implications importantes pour les relations internationales et les actes juridiques. Par exemple, les pays qui reconnaissent Franco de facto pouvaient établir des relations commerciales et diplomatiques limitées avec ces autorités tout en évitant de rompre officiellement leurs relations avec le gouvernement républicain. Et cette approche pragmatique euh, permettait aux États de naviguer dans une situation diplomatique délicate tout en protégeant leurs intérêts nationaux. La reconnaissance, qu'elle soit de facto ou de jure, influence profondément les relations bilatérales entre les États ainsi que la validité des actes juridiques émis par l'autorité reconnue. Et lorsqu'un État reconnaît une autre entité comme l'autorité légitime d'un territoire, cela entraîne des conséquences juridiques et politiques significatives. Et dans le cas de la guerre civile, par exemple, espagnole, les pays qui ont reconnu Franco ont été amenés à traiter avec ces décrets et décisions administratives comme ayant une validité juridique dans les domaines sous son contrôle. Cela comprenait les aspects tels que les droits de propriété, les contrats commerciaux et les obligations internationales. Et la reconnaissance a également permis aux représentants de Franco d'obtenir des immunités diplomatiques et d'autres privilèges normalement accordés aux représentants des États souverains. Cependant, la non-reconnaissance par d'autres États conduit à une situation où les actes et décisions pris par les forces de Franco n'étaient pas automatiquement respectés ou acceptés sur la scène internationale, et cela a créé une complexité supplémentaire dans les relations internationales, nécessitant des négociations et des arrangements spécifiques pour résoudre les disputes juridiques et diplomatiques. Et donc le concept de non-reconnaissance continue d'avoir des implications importantes dans les conflits armés contemporains. Par exemple, le conflit en Ukraine et l'annexion de la Crimée par la Russie ont conduit à des questions de reconnaissance et de non-reconnaissance. Plusieurs pays ont refusé de reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie, soulignant que les droits et obligations internationaux demeuraient applicables indépendamment de la reconnaissance officielle, et cette position a des implications sur les sanctions économiques, les droits de propriété et les accords diplomatiques. Un autre point c'est important, la reconnaissance des gouvernements, qui est un domaine complexe, distinct de celui de la reconnaissance des États. Bien que les deux concepts soient liés, les critères ou les implications de la reconnaissance d'un gouvernement diffèrent de manière significative de ceux appliqués aux États. Et donc, en général, la reconnaissance des nouveaux gouvernements devient particulièrement pertinente dans des situations où un changement de gouvernement se produit de manière anticonstitutionnelle, c'est-à-dire par des moyens autres que ceux prévus par la Constitution en vigueur du pays concerné. La reconnaissance de gouvernement fait référence à la décision d'un État de considérer un nouveau gouvernement comme le représentant légitime de l'État en question. Et cette décision peut être influencée par des considérations politiques, juridiques et diplomatiques. Contrairement à la reconnaissance des États, qui
traite de l'existence et du statut d'un État en tant que sujet de droit international. La reconnaissance des gouvernements porte sur la légitimité et l'efficacité de l'administration qui prétend exercer le pouvoir au sein de cet État. Alors, un changement de gouvernement anticonstitutionnel survient lorsqu'un nouveau régime prend le pouvoir par des moyens non conformes à la constitution du pays, souvent par un coup d'État, une révolution ou une insurrection. Et dans de tels cas, la reconnaissance internationale devient très importante car elle peut légitimer ou délégitimer de nouveaux gouvernements sur la scène mondiale. Les États étrangers doivent alors décider s'ils acceptent de traiter avec ce nouveau régime comme le gouvernement de facto ou de jure du pays. La reconnaissance peut être de deux types principaux, de facto et de jure. La reconnaissance de facto est une forme de reconnaissance provisoire et hésitante. Elle est accordée lorsque le gouvernement en question exerce un contrôle effectif sur le territoire, mais où des doutes subsistent quant à sa permanence ou sa légitimité. Par exemple, un gouvernement de facto est reconnu comme exerçant un contrôle administratif sur le pays, mais il n'est pas nécessairement considéré comme le gouvernement légitime selon les standards constitutionnels. Et la reconnaissance de jure, en revanche, est une acceptation formelle et complète du gouvernement comme légitime et conforme aux normes juridiques et constitutionnelles. Une telle reconnaissance implique que le gouvernement est considéré comme ayant une base légale solide et est accepté comme l'autorité gouvernementale permanente. Par exemple, le Royaume-Uni a reconnu de facto le gouvernement soviétique de 1921 et de jure en 1924, marquant ainsi une transition de l'acceptation provisoire à l'acceptation formelle et complète. Alors, historiquement, de nombreux exemples illustrent la complexité de la reconnaissance du gouvernement. Pendant la guerre civile espagnole, le Royaume-Uni a reconnu le gouvernement républicain comme le gouvernement de jure, tout en accordant une reconnaissance de facto aux forces nationalistes franco, à mesure qu'elles prenaient le contrôle du pays. Et cette double reconnaissance, il a permis par exemple au Royaume-Uni de naviguer entre la reconnaissance des réalités politiques sur le terrain et le maintien de relations diplomatiques avec le gouvernement républicain. Un autre exemple est la reconnaissance du gouvernement communiste en Chine par le Royaume-Uni en 1950, alors que les États-Unis ont refusé de reconnaître le gouvernement de Mao Zedong pendant plusieurs décennies. Le Royaume-Uni a choisi de reconnaître le nouveau régime en raison de son contrôle effectif et de la nécessité de maintenir des relations diplomatiques et commerciales avec la Chine. Et la reconnaissance d'un gouvernement, elle a souvent des conséquences juridiques aussi et politiques importantes. Un gouvernement reconnu va bénéficier aussi de l'immunité diplomatique, conclure des traités internationaux, représenter son État dans des organisations internationales. Par contre, la non-reconnaissance peut isoler le gouvernement sur la scène internationale, limiter ses capacités diplomatiques et affecter sa légitimité intérieure. Voilà. La reconnaissance, la reconnaissance des gouvernements, c'est un outil puissant. C'est un outil très puissant de la politique étrangère, utilisé pour signaler l'acceptation ou la désapprobation de tout changement de régime. Les décisions de reconnaissance sont souvent guidées par des considérations purement politiques et stratégiques et reflètent un petit peu les intérêts et les valeurs des États reconnaissants. Et comme on l'a précisé auparavant, la reconnaissance d'un gouvernement, il affecte profondément les droits et les obligations devant les tribunaux nationaux. Une fois qu'un gouvernement ou un État est reconnu, ses actes et ses décrets peuvent être pris en compte et appliqués par les juridictions du pays reconnaissant. Et cela implique que les tribunaux doivent souvent réévaluer des situations en fonction de la reconnaissance accordée par l'exécutif, entraînant des conséquences notables sur les affaires judiciaires. Alors, la connaissance de facto, bien que provisoire et hésitante, entraîne des effets juridiques importants. Et les actes d'un gouvernement reconnus de facto peuvent être appliqués rétroactivement, ce qui signifie que les décisions prises par ce gouvernement avant la reconnaissance peuvent être validées après coup. Et cette rétroactivité vise à éviter l'ingérence dans les affaires intérieures de l'entité reconnue et à garantir une certaine stabilité juridique. Un exemple célèbre de cette dynamique est le cas de l'hôtel
L'autre contre la Sagor sur la nationalisation des biens en Russie soviétique, qui illustre comment la reconnaissance peut influencer les droits devant les tribunaux nationaux. Dans cette affaire, la reconnaissance de facto du gouvernement soviétique par le Royaume-Uni a eu des conséquences juridiques directes sur la manière dont les tribunaux britanniques ont traité les actes de nationalisation de ce gouvernement. Alors, dans cette affaire de Luther contre Sagor, qui concernait la nationalisation de biens en Russie soviétique, en 1919, le gouvernement soviétique a nationalisé une usine de bois appartenant aux plaignants. En 1920, les défendeurs ont achevé une quantité, ont acheté, les défendeurs, ils ont acheté une quantité de bois provenant de cette usine. Et les plaignants ont revendiqué que ce bois, comme leur propriété devant les tribunaux britanniques, arguant que la nationalisation soviétique ne devait pas être reconnue puisque le gouvernement soviétique n'était pas reconnu en ce moment-là. Cependant, en 1921, le Royaume-Uni a accordé une reconnaissance de facto au gouvernement soviétique et cette reconnaissance a été communiquée à la Cour d'appel. La Cour a dû alors considérer la nationalisation soviétique comme légitime car la reconnaissance de facto opérait rétroactivement, légitimement, ainsi les actes du gouvernement soviétique depuis la date de son établissement. Et les plaignants ont donc perdu leur cause, la Cour ayant jugé que la nationalisation soviétique avait été respectée en vertu de la reconnaissance de facto accordée par le Royaume-Uni. La reconnaissance a des implications juridiques profondes au sein des juridictions nationales. Lorsqu'un gouvernement est reconnu, ses décrets et législations sont souvent acceptés et appliqués par les tribunaux du pays reconnaissant. Cela peut inclure des actes de nationalisation, des décisions administratives et d'autres mesures prises par le gouvernement étranger. La reconnaissance implique que les actes passés du gouvernement reconnu sont légitimés rétroactivement, même s'ils ont été pris avant la date de la reconnaissance officielle. Un autre aspect important de la reconnaissance est l'octroi d'une immunité diplomatique et étatique. Les représentants et les fonctionnaires du gouvernement reconnus peuvent bénéficier de l'immunité devant les tribunaux du pays reconnaissant. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour des actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions officielles, renforçant ainsi la protection juridique accordée au gouvernement reconnu. Et la reconnaissance joue également un rôle très important dans les relations internationales et peut servir de signal de soutien ou de désapprobation vers un gouvernement ou un État, influençant ainsi les relations diplomatiques et économiques entre les pays. Alors, aux États-Unis, la reconnaissance d'une autorité étrangère est fondamentalement une prérogative de l'exécutif. Et cette reconnaissance ou son absence a des implications directes sur les droits et les obligations devant les tribunaux américains. Et lorsque l'exécutif décide de reconnaître un État ou un gouvernement, cette décision est généralement contraignante pour les tribunaux qui doivent adapter leur jugement en conséquence. Et cette pratique découle du principe selon lequel l'État doit parler d'une seule voix sur les questions de reconnaissance internationale. Cela signifie que les décisions de l'exécutif en matière de reconnaissance ne peuvent être contestées par les tribunaux qui doivent accepter et appliquer les conséquences juridiques de ces décisions. Et cette approche garantit une cohérence dans les relations internationales des États-Unis et permet à l'exécutif de gérer les implications diplomatiques de la reconnaissance ou la non-reconnaissance. Nous avons le cas de Salimov Standard Oil Company, qui constitue un exemple révélateur de la manière dont la reconnaissance de facto des actes gouvernementaux peut être appliquée dans le système judiciaire américain. Cette affaire concerne la nationalisation de biens en Russie soviétique et illustre comment les tribunaux américains peuvent reconnaître et appliquer les décrets gouvernementaux, même en l'absence de reconnaissance formelle complète du gouvernement émetteur. Dans cette affaire-là, la question centrale était de savoir si les décrets de nationalisation du gouvernement soviétique devaient être reconnus et appliqués par les tribunaux américains. À cette époque, le gouvernement soviétique n'avait pas encore été reconnu officiellement par les États-Unis. Cependant, il exerçait un contrôle effectif sur la Russie et avait émis des décrets de nationalisation affectant les biens des ressortissants étrangers. Et donc, le tribunal a décidé de reconnaître les décrets de nationalisation soviétique, soulignant que même en l'absence de reconnaissance officielle complète, la réalité du contrôle effectif du gouvernement soviétique sur son territoire ne pouvait être ignorée.
Et la Cour a déclaré que refuser de reconnaître que la Russie soviétique est un gouvernement régulant les affaires internes du pays, c'est donner aux fictions un air de réalité qu'elles ne méritent pas. Cette décision reflète une reconnaissance de facto des actes du gouvernement soviétique, malgré l'absence de reconnaissance de jure à ce moment-là. Et cette approche pragmatique visait à éviter l'application de fictions juridiques qui ne correspondaient pas à la réalité politique et administrative sur le terrain, et en reconnaissant de facto les décrets de nationalisation, la Cour a montré une volonté d'adopter une perspective réaliste et fonctionnelle des relations internationales et des implications juridiques. La reconnaissance de facto implique une acceptation provisoire et hésitante des actes d'un gouvernement basée sur la réalité de son contrôle effectif plutôt que sur une reconnaissance formelle et complète. Et cette reconnaissance peut avoir des effets juridiques significatifs, notamment la validation rétroactive des actes gouvernementaux. Dans le cas de Salimov contre Standard Oil Company, la reconnaissance de facto des décrets de nationalisation a permis aux tribunaux américains de donner effet à ces actes malgré l'absence de reconnaissance officielle du gouvernement soviétique. Et cela montre comment la reconnaissance de facto peut servir d'outil pragmatique pour gérer les situations où la reconnaissance formelle n'a pas encore été accordée, tout en permettant une application cohérente des droits et des obligations internationales. Alors, la reconnaissance dans la pratique américaine, il repose donc sur une combinaison de considérations politiques et juridiques. Les décisions de reconnaissance sont souvent influencées par des facteurs politiques, mais elles ont des applications juridiques directes et tangibles. Et les tribunaux américains, en acceptant les décisions de l'exécutif sur la reconnaissance, garantissent une cohérence dans la politique étrangère, une application efficace des normes juridiques internationales. Et cette approche permet de gérer les complexités des relations internationales et de s'assurer que les décisions de reconnaissance reflètent à la fois les réalités politiques et les besoins juridiques. Elle souligne également l'importance de la reconnaissance de facto comme outil pour naviguer dans les situations où une reconnaissance formelle complète n'a pas encore été accordée. Voilà, donc, dans le cadre toujours du droit international, l'établissement de relations diplomatiques entre États est un processus complexe qui ne se confond pas toujours avec la reconnaissance formelle d'un gouvernement ou d'un État. Et les subtilités de la reconnaissance et les implications des relations diplomatiques sont essentielles pour comprendre comment les États naviguent dans les eaux souvent tumultueuses de la politique internationale. Et nous allons nous pencher maintenant sur des aspects, souligner un petit peu les distinctions entre, on va essayer d'offrir un certain nombre d'exemples, comme le cas de la Rhodésia, pour expliquer tout ça. Alors, les relations diplomatiques sont formellement établies lorsque deux États décident d'échanger des ambassadeurs et d'ouvrir des ambassades dans les capitales respectives. Ce processus implique des formalités et des protocoles précis, mais il ne signifie pas automatiquement la reconnaissance formelle de l'État ou du gouvernement impliqué. Il est possible que pour un État d'entretenir des relations diplomatiques sans accorder une reconnaissance formelle complète, et cela se produit souvent dans des situations où des intérêts pragmatiques dictent la nécessité d'une interaction, même en l'absence de reconnaissance juridique complète. Par exemple, des intérêts économiques, sécuritaires ou stratégiques peuvent pousser des États à établir des relations diplomatiques limitées. Pendant plusieurs années, après la prise de pouvoir par le Parti communiste chinois en 1949, les États-Unis ont refusé de reconnaître formellement la République populaire de Chine, tout en maintenant des contacts informels et des canaux de communication officieux. Et ce n'est qu'en 1979 que les États-Unis ont officiellement reconnu la République populaire de Chine, remplaçant ainsi la reconnaissance de la République de Chine, Taïwan. Cet exemple illustre comment les relations diplomatiques peuvent être gérées de manière pragmatique en fonction des réalités politiques et économiques, même en l'absence de reconnaissance formelle initiale. Alors, les gouvernements non reconnus posent des défis particuliers en matière de relations internationales et de droit international. Alors, la non-reconnaissance peut découler de divers motifs, y compris des questions de légitimité, des violations du droit international
ou des considérations politiques. Un exemple pertinent, c'est celui de Rhodésia. Aujourd'hui, c'est la Zimbabwe. En 1965, le gouvernement minoritaire blanc de Rhodésia a déclaré unilatéralement l'indépendance de la Grande-Bretagne, établissant un régime qui n'a pas été reconnu par la communauté internationale. La non-reconnaissance de Rhodésia a eu des implications profondes. L'absence de représentation diplomatique. Aucun État n'a établi d'ambassade à Salisbury, aujourd'hui Harare, la capitale de Rhodésia, et cela a isolé Rhodésia sur la scène internationale, limitant sa capacité à mener des relations diplomatiques officielles. Les Nations Unies ont imposé des sanctions économiques et politiques à Rhodésia, cherchant à mettre fin à son régime minoritaire, et la non-reconnaissance a renforcé ces mesures, soulignant l'illégitimité du gouvernement rhodésien aux yeux de la communauté internationale. Et cette non-reconnaissance a également affecté les transactions commerciales et les accords internationaux. Donc, les entreprises et les entités économiques internationales ont évité de traiter avec Rhodésia, compliquant encore plus sa situation économique. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont adopté des positions claires contre le gouvernement rhodésien. Les États-Unis ont particulièrement maintenu une politique de non-reconnaissance combinée à des sanctions économiques. Et le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, a également refusé de reconnaître le gouvernement et a joué un rôle clé dans l'imposition de sanctions internationales. Et la reconnaissance formelle et les relations diplomatiques ont donc des conséquences juridiques euh, importantes. Lorsqu'un gouvernement est reconnu, les actes législatifs et exécutifs de ce gouvernement sont généralement considérés comme valides devant les tribunaux nationaux et internationaux. En revanche, l'absence de reconnaissance complique vraiment la situation juridique du gouvernement ou de cet être. Alors, comme on l'a dit auparavant, la reconnaissance, distinction, on l'a fait déjà, la reconnaissance de facto, il faut le rappeler, de facto, il s'agit de reconnaissance hésitante, souvent temporaire, passée sur l'existence d'un contrôle effectif par un gouvernement sans accorder une pleine légitimité. Et cela peut permettre certains engagements diplomatiques limités sans pour autant accorder tous les droits et privilèges d'un gouvernement pleinement reconnu. Contrairement à la reconnaissance de jure, c'est bien de le rappeler encore une fois, donc c'est la reconnaissance formelle et complète affirmant la légitimité d'un gouvernement et permettant l'établissement de relations diplomatiques complètes, y compris l'échange d'ambassadeurs et la reconnaissance de la législation et des décrets du gouvernement. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de notre vidéo sur la reconnaissance, qui est un acte politique complexe aux conséquences juridiques profondes et qui reflète un petit peu l'interaction délicate entre des réalités politiques et des principes fondamentaux du droit international, mais elle joue tout de même un rôle très important dans la stabilité internationale et la légitimité des gouvernements, influençant les relations diplomatiques et économiques ainsi que le statut juridique des États, des entités reconnues. Et donc, en conclusion, la reconnaissance est un outil politique puissant qui a des répercussions juridiques importantes. Et elle est essentielle pour maintenir la stabilité internationale ainsi que la légitimité des gouvernements. Et en naviguant un petit peu entre le politique et le droit, les États utilisent la reconnaissance pour façonner un petit peu l'ordre mondial, influencer les relations internationales et promouvoir la coopération globale. La reconnaissance reste donc un élément fondamental de la diplomatie et du droit international, nécessitant une compréhension approfondie et une application judicieuse pour garantir un ordre mondial juste et stable. Je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.